Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour les premières rencontres du développement durable que l'Institut Open Diplomacy co-organise aujourd'hui avec Kedge Business School. Vous le savez tous, nous aurions aimé vous retrouver à Marseille en plus de ce live, mais la circulation du coronavirus est encore un petit peu trop dangereuse pour qu'on puisse se réunir physiquement. Mais cette journée ne nous empêche pas de nous réunir puisque nous sommes là en direct avec vous. Vous pouvez poser toutes vos questions sur la page du live sur le site des RDD. Évidemment, nos intervenants seront à votre écoute et vous aideront à y voir plus clair sur ces enjeux assez complexes. On va parler cet après-midi de justice climatique en nous rappelant que dès le sommet de Rio+20, il y a maintenant 8 ans, on parlait à une certaine époque d'une organisation mondiale de l'environnement avec la volonté de créer un droit international de l'environnement, une véritable justice environnementale. Aujourd'hui, force est de constater que cette idée n'a plus cours, même si la Convention citoyenne pour le climat nous a rappelé l'idée d'inscrire le temps long, le droit des générations futures dans l'article 1 de la Constitution. Et c'est cette Convention citoyenne pour le climat qui a donné, d'une certaine manière, envie au RDD de naître pour amplifier la chance que ces 150 citoyens tirés au sort ont eu de pouvoir partager un grand moment de 9 mois de travail avec des experts, expérience extrêmement enrichissante, extrêmement formatrice, une expérience citoyenne absolument inoubliable pour eux et beaucoup d'entre eux interviennent avec nous lors de ces rencontres du développement durable. Nous souhaitons partager au maximum cette opportunité de dialoguer avec les meilleurs experts, les acteurs de terrain et les acteurs internationaux qui travaillent sur ces enjeux. Pour parler de justice environnementale et de justice climatique également, je vais passer la parole tout de suite à ma collègue Virginie Salmen, journaliste à Europe 1. Bonjour et rebonjour et merci de partager avec nous, de participer à cette troisième table ronde de la journée qui s'intitule « Partager la Terre, rendons la justice ». Alors l'idée d'une justice environnementale traverse les réflexions liées au développement durable depuis sa naissance. On va parler ici cet après-midi d'écocide, on va parler de faire de la nature un sujet de droit positif, entre autres des grandes actions en justice dont les dossiers sont encore en cours en ce moment, avec nos intervenantes. Alors deux sont ici avec moi en studio, Hélène Garnim-Ganga. Bonjour, merci d'être ici. Vous êtes directrice du département Transition politique et citoyenne de l'Agence française de développement. Merci d'être ici. Clémentine Baldon, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et experte associée auprès du Conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et puis nous sommes en communication à distance par Skype avec Émilie Gaillard, qui est maître de conférence à Sciences Po Rennes, coordinatrice générale de la chaire Normandie pour la paix. Bonjour. Bonjour à tous, merci. Si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, je vais commencer par vous donner la parole avec une question assez générale pour démarrer cette table ronde. Pour vous, rendre la justice pour partager la terre, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, Émilie Gaillard, je dis pour vous, Émilie Gaillard, absolument. D'accord. Il y a plusieurs façons de le voir. Déjà, il faut savoir traverser les différents systèmes juridiques, c'est-à-dire rendre la justice pour partager la terre. C'est une justice qui est étatique, c'est-à-dire qu'on peut demander justice auprès du juge étatique. C'est aussi une justice que l'on peut solliciter au niveau des juridictions régionales. Vous savez, on a des juridictions régionales qui défendent les droits de l'homme au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, en passant par la Commission interaméricaine, la Cour africaine des droits de l'homme et peut-être un jour en Asie, et aussi la justice globale. Donc en fait, c'est une transformation de la justice qui est à l'œuvre. C'est rendre la justice pour la terre dans différents niveaux de systèmes juridiques. Et en même temps, comme c'est une justice pour la terre, c'est au-delà des cadres traditionnels. C'est-à-dire, c'est pas seulement une justice qui concerne les États, c'est une justice qui concerne aussi la responsabilité des grandes multinationales et aussi donner la parole à de nouvelles entités, en tout cas donner une protection juridique à de nouvelles entités telles que les générations futures ou la nature en tant que telle. Très bien, alors ça fait partie des dossiers du moment. Est-ce que vous pouvez nous essayer de résumer, j'imagine que c'est un peu compliqué, mais nous dire pour vous quels sont les grands enjeux, alors peut-être en France d'abord, et puis au niveau international du moment? Alors, les grands enjeux en France concernant la justice au regard de la terre, il y en a plusieurs. Au niveau conceptuel, on peut déjà transformer la notion d'intérêt général. Si on arrive à changer notre perception de ce qui fait notre intérêt commun, nos outils juridiques actuels, comme la charte de l'environnement ou des concepts tout à fait classiques,
peuvent être mobilisés pour protéger la Terre. Mais ça demande une formation claire de l'ensemble des acteurs de la justice et aussi une conscience environnementale. Après, dans les grands enjeux, c'est effectivement mettre en œuvre ce droit à un environnement sain qui doit être pensé au-delà de la protection des intérêts des seuls êtres humains. Mais la mutation est actuellement à l'œuvre, on le voit bien avec toute cette jeunesse, toute cette population qui se mobilise à l'international pour ces marches climat, on voit bien qu'il y a une conscience environnementale de plus en plus importante. Et donc, je pense fondamentalement qu'une fois que ce changement de paradigme, c'est-à-dire de lecture de nos outils juridiques, bien conscientisés, eh bien, ça va se mettre en place. Par exemple, je donne un cours à mes étudiants juste pour expliquer comment les concepts des droits fondamentaux, on peut les lire déjà autrement et ça ouvre complètement le champ des possibles au niveau de la justice. Je peux vous donner juste un exemple qui est, je pense, parlant. Le droit à la vie, c'est aussi le droit de naître sans avoir des produits chimiques dans notre sang. Et ces produits chimiques, on les reçoit à travers notre alimentation parce que nos aliments, notre environnement est pollué. Et indépendamment de nous, le droit à la liberté d'aller et venir, c'est aussi la liberté d'aller et venir sur des territoires qui ne sont pas durablement contaminés comme autour de Fukushima où notre condition en tant qu'être humain, pas que nous, en tant qu'êtres humains, mais aussi la nature, sont durablement mis en danger. Clémentine Baldon, merci beaucoup. Ah non, pardon, j'entendais plus du tout votre voix, donc je pensais que vous aviez terminé. Je vous laisse poursuivre. Vous m'avez demandé également des questions internationales, c'est ça? Absolument. Moi, je pense qu'au niveau international, il y a de très intéressantes dynamiques qui sont actuellement à l'œuvre. Par exemple, je vous ai évoqué le système interaméricain des droits de l'homme. Cette Cour interaméricaine des droits de l'homme a bien affirmé dans un avis consultatif que le droit à l'environnement sain était un droit aussi des générations futures. Le seul verrou est un verrou technique, c'est qu'il faut exister pour pouvoir l'invoquer. Mais la voie est en train de s'ouvrir. La reconnaissance aussi, l'arrêt d'une déforestation massive par la Colombie a été reconnu au nom de la défense et de la protection des générations futures. Donc on voit ces mutations à l'œuvre sur le terrain interaméricain. On le voit aussi actuellement au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une affaire qui est introduite, une affaire en justice climatique. Donc on voit bien que nos systèmes des droits fondamentaux sont actuellement mobilisés à travers une nouvelle lecture pour rendre justice, pour protéger la Terre. Protéger la Terre et rendre justice pour protéger la Terre, c'est à la fois à travers les espèces, au-delà de l'espèce humaine, mais aussi à travers le temps long, c'est-à-dire nous-mêmes ici et maintenant, nos enfants et les générations futures. Merci beaucoup. Clémentine Baldon, vous pouvez peut-être nous dire, vous, en tant qu'avocate, quels sont vos gros dossiers, les dossiers que vous portez en ce moment, pour qu'on ait une petite illustration de ce qui se joue à travers votre activité. Oui, tout à fait. Alors, un des dossiers que je porte en ce moment et dont vous avez entendu parler, c'est l'affaire du siècle. Donc, c'est le nom qu'on a attribué au recours initié par 4 ONG contre l'État pour défaut de lutte contre le changement climatique. Et donc, ce dossier est très intéressant parce qu'il est en cours, donc on est encore au stade de s'échanger des mémoires avec l'État français. Moi, je représente la Fondation Nicolas Hulot dans ce dossier. Et il est très intéressant à la fois parce qu'effectivement, c'est un témoin d'un mouvement d'appropriation du droit par les citoyens dans ce dossier qui s'est manifesté par une pétition qui a été signée par plus de 2 millions de personnes. Et donc, c'était le record de toute pétition en France. Et aussi donc, par cette mobilisation de nouveaux outils comme la Charte de l'environnement, mais aussi les droits de l'homme, pour aller réclamer une protection de la Terre et là, le droit pour les citoyens à vivre dans un environnement climatique soutenable. Et donc, tout cet argumentaire juridique est assez novateur, mais vraiment reçoit un écho puisque ce dossier climat n'est pas isolé en France. Il a d'abord été inspiré d'un cas climat qui s'appelle Urgenda aux Pays-Bas, dans lequel les Pays-Bas se sont fait condamner par les juridictions, y compris la juridiction suprême, à revoir leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre à la hausse. Et donc ça a essaimé. Donc, on a en France, mais également en Espagne très récemment. L'Espagne vient de lancer leur propre dossier climat. Et on espère qu'à la fois, et on espère bien sûr avoir une décision de justice favorable qui sera un levier pour après peut-être d'autres dossiers, mais aussi
ça permet en tant que tel de montrer qu'il y a une vraie prise de conscience, mobilisation pour avoir une justice climatique. En France, c'est la première fois qu'il y a une action de ce type-là. Oui, une action comme ça climatique qui vise l'État pour aller réclamer le droit à vivre dans ce climat soutenable, c'est effectivement la première fois. Et c'est comparable à la plainte de Greta Thunberg et 16 autres jeunes pour inaction climatique à l'encontre de plusieurs États, 5 États je crois. Tout à fait. C'est tout à fait comparable sur le fond. C'est-à-dire qu'on vise tous à la même chose, à faire que les États passent de la parole et donc des accords de Paris, etc., aux actes. C'est-à-dire prendre des mesures efficaces pour vraiment réduire nos gaz à effet de serre, mais dans tous les domaines, que ce soit rénovation des bâtiments, agriculture, transport. Donc ça, on a un socle commun. Ensuite, les fondements juridiques, les juridictions sont très différentes, puisque nous, en France, on est devant le tribunal administratif et on va obtenir une décision qui, si elle est favorable, sera contraignante. Là où le recours des Greta Thunberg et des autres jeunes est devant une juridiction moins contraignante et un niveau de droit international. Donc ensuite, on mobilise des outils juridiques différents. Ce sera plus symbolique si décision il y a. D'accord. Exactement. Très bien. Hélène Garmin-Ganga, vous allez nous parler peut-être par petites touches, justement, alors pas forcément de droit pur environnemental, mais vous allez nous dire, d'après ce que je crois avoir compris de ce qu'on s'est dit juste avant cette table ronde, qu'il n'y a pas que les lois finalement. Là, on est dans une crise du multilatéralisme qui est assez prégnante. Et donc, pour vous, le droit, c'est essentiel naturellement, mais ça ne suffit pas. Absolument, merci beaucoup et merci de cette opportunité. Absolument, moi je travaille à l'Agence française de développement et juste je souhaite dire à mes consoeurs autour de la table que je suis également avocate, mais que je ne suis pas ici en ma qualité d'avocate et qu'en tout état de cause, je travaille dans le monde du développement depuis des années maintenant, donc voilà. Tout à fait, en fait je pense à entendre ce qui s'est dit, c'est tout à fait intéressant et vraiment tout à fait positif que toutes ces questions rentrent enfin dans le débat public et commencent vraiment maintenant à prendre de l'ampleur, parce que ça fait quand même plus d'une décennie qu'on en parle, hein, ça fait même une bonne trentaine d'années qu'on en parle, mais maintenant ça rentre vraiment dans le droit positif. Mais je pense, et c'est là où on est quand même dans un paradoxe total en ce moment, enfin en ce moment nous vivons un paradoxe total parce que nous sommes, tout le monde reconnaît, je pense, que nous sommes dans un monde unique. S'il y a quoi que ce soit qui puisse nous le rappeler, c'est bien cette crise du Covid où on s'est tous retrouvés au même moment, pour les mêmes raisons, tous enfermés, quels que soient nos continents. Enfin, on était plus de 4 milliards d'êtres humains à être enfermés, et en même temps, on est en pleine crise du multilatéralisme. Alors forcément, on s'interroge et on se dit, mais il y a un problème, ils ont compris ce qui s'est passé, enfin, nous avons tous compris ce qui s'est passé, et je pense, pour rebondir sur ce que disait au début de cette table ronde, il y a plusieurs acteurs, alors, et tous les acteurs sont importants. Il y a évidemment les États, qui restent quand même les acteurs, j'allais dire, principaux, en tout cas en termes de pouvoir, pour pouvoir agir, mais montent en puissance, et nous le voyons avec le cas que vous venez d'évoquer, la société civile, qui commence à prendre un petit peu les choses en main, à agir, à revendiquer et à faire bouger les lignes, hein, au sens propre du terme. Et puis évidemment, il y a, et ça je pense que vous en parliez, je ne sais plus si c'est hier ou ce matin, les entreprises qui sont aussi des acteurs, si on parle d'action en justice, je pense qu'il y a également des choses à dire de ce point de vue-là. Et tous ces acteurs doivent forcément travailler ensemble. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que le droit est un jalon. Évidemment, il faut du juridique, il faut du normatif, il faut des lois pour obéir, pour cadrer. Il faut un cadrage légal. Et évidemment, si ce cadrage légal n'est pas respecté, il faut des actions en justice. Ce qui est intéressant là, c'est que les actions en justice précèdent, si j'ose dire, le cadre légal. Donc ça, c'est déjà un premier point extrêmement intéressant. Et la deuxième chose, c'est, moi, mon positionnement consisterait à dire que moi, je me positionne en amont du contentieux. C'est-à-dire que moi, justement, tout l'objet de mon travail, c'est de faire en sorte qu'on n'en arrive pas là.
Et donc de travailler avec toute cette question de gouvernance d'un point de vue global. C'est par exemple une budgétisation, le budget de l'État, faire en sorte que le budget de l'État, entre guillemets, soit vert. Pourquoi telle dépense plutôt que telle dépense? Si on fait, c'est ce que vous disiez, si on fait un immeuble, comment faire en sorte que cet immeuble soit vert plutôt que non? Si on doit il faut construire des routes. On ne peut pas se développer sans route. Mais qu'est-ce qu'on met sur les routes? Est-ce qu'on met des voitures au diesel ou est-ce qu'on met des voitures propres? Enfin, voilà, ou est-ce qu'on ne met pas du tout de voitures, ou des vélos, ou des transports en commun qui sont, je ne sais pas, qui fonctionnent à l'énergie solaire. Donc voilà, c'est tout cet environnement global qui, à mon sens, doit être pris en compte lorsqu'on parle de développement, parce que il y a développement durable, et je pense que la grande différence maintenant, c'est que tout le monde se rende compte que pour qu'on fasse du développement durable, que le développement et le développement durable sont deux choses différentes, mais qui doivent toutes les deux se concevoir ensemble pour faire avancer tout le monde dans le même chemin au même moment. Parce que sinon, forcément, les uns veulent suivre le même schéma économique de développement que les autres, et là, ça ne fonctionne plus. Et donc après, on dit oui, mais non, en fait, il ne faudrait pas que vous fassiez ça, il faudrait plutôt que vous fassiez ça. Et évidemment, les seconds disent, mais attendez, vous rigolez, vous avez fait ça pendant 150 ans. Et donc voilà, et on n'y arrive pas. Donc il faut vraiment que le développement et le développement durable se conçoivent ensemble et avancent ensemble. Émilie Gaillard, peut-être vous pouvez répondre sur ce point-là. Est-ce que ces grands procès climatiques qui émanent des citoyens ou de jeunes citoyens, est-ce que ça signifie que le droit à l'environnement ne fonctionne pas très bien en France ou ailleurs, ou est-ce que c'est autre chose, une très grande mobilisation des citoyens pour vous? Moi, je pense que c'est le reflet d'une mutation des consciences, c'est que les citoyens maintenant prennent en main leur avenir. Mais vous savez, nous avons une chaire Normandie pour la paix ici, donc je suis la coordinatrice générale. Le leader est Tony Oposa, qui a remporté en 1993 la première affaire en justice au nom des générations futures. Il a mis un point final à tout un système de déforestation massive des Philippines au nom des générations futures. Donc, il y a déjà eu des pionniers avant, dans les années 93, il était le seul. Maintenant, depuis 2015, il y a vraiment une déferlante d'actions comme cela sur des fondements différents. Tantôt, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, tantôt, c'est un protocole additionnel, tantôt, ça va être une disposition du code plutôt civil ou autre. Donc, on voit qu'il y a un foisonnement et c'est plutôt le reflet, non pas que le droit de l'environnement ne fonctionne pas, mais plutôt que nous sommes arrivés à un moment de conscientisation, c'est-à-dire de prise de conscience qu'il faut protéger notre planète. Une fois qu'on a une prise de conscience, un sursaut de conscience, alors on mobilise les choses. On n'a pas besoin de tout réformer parce que nous avons déjà des outils, en tout cas en France avec la charte de l'environnement, on a déjà suffisamment d'éléments, mais il y a aussi une nouvelle créativité juridique. Il est vrai qu'il y a une nouvelle manière de penser les concepts juridiques fondamentaux, les principes juridiques, et de les mettre en œuvre. Après, pour moi, le frein à tout cela, parce que quand on parle entre environnementalistes, entre protecteurs des droits humains, nous parlons à peu près le même humanisme juridique, la même langue, si vous voulez. Mais à côté, il y a tout un autre système juridique international, de droit international économique, qui vient freiner toutes ces poussées de mobilisation de la justice environnementale. Et pour moi, c'est ce qui pose le plus de problème, c'est ce que j'appelle le conflit d'internormativité, c'est-à-dire le conflit entre des normes protectrices de l'environnement ou des droits humains qui peuvent être décloisonnés, et de l'autre part, ce droit international économique qui a tendance à faire prévaloir la protection juridique des investissements, essentiellement de multinationales. Alors peut-être justement sur ce point, vous pouvez développer, Clémentine Baldon, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire les entreprises qui protègent leurs investissements, c'est ça? Ça veut dire quoi, par exemple? Alors c'est un sujet, c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on ne connaissait absolument pas il y a quelques années. Et du fait de son importance, du fait du frein énorme que ça constitue justement à des réglementations qui seraient plus protectrices de l'environnement, les ONG ont commencé à s'emparer de ce sujet et à le mettre plus en visibilité. Et ça a été en fait rendu visible au moment du TTIP, qui était l'accord de commerce entre l'Union européenne et les États-Unis, enfin le projet d'accord, puisque finalement il n'a jamais été signé grâce notamment à la mobilisation des associations, qui a mis en visibilité un système qui s'appelle la protection des investissements, mais qui sont des accords qui existent depuis de nombreuses années et qui sont des accords internationaux par lesquels des États
acceptent de donner des droits dérogatoires à donc, des investisseurs, mais concrètement des multinationales, puisque les seuls investisseurs qui sont à même de connaître ces systèmes, de payer les avocats spécialisés pour les mettre en œuvre, en gros, ce sont des multinationales ou des très riches fonds d'investissement ou actionnaires. Et donc les États acceptent de donner ces droits dérogatoires à ces multinationales, d'une part, et d'autre part, de se faire juger par des arbitres, devant ce qu'on appelle des tribunaux arbitraux, mais en gros ce sont 3 personnes, une nommée par la multinationale, une autre par l'État, et le troisième en accord des 2. Et donc ces systèmes, ils sont extrêmement dissuasifs, puisqu'ils peuvent amener par exemple une compagnie pétrolière comme Chevron en Équateur à aller solliciter des dommages et intérêts monumentaux de milliards de dollars contre l'Équateur quand il perd sa concession, alors même que c'était lié à des problèmes de pollution, pour non-respect de ses intérêts et de ses legitimate expectations, je ne sais plus, enfin, en gros de ses espoirs légitimes de profit. Voilà, l'entreprise a investi et elle avait considéré que sa concession allait durer 40 ans, les riverains se plaignent et donc c'est plus 40, c'est 20 ans, donc la concession et il y est mis fin, et à ce moment-là, c'est extrêmement donc, dissuasif, puisque la multinationale soit fait brandir la menace soit le fait, donc dit une demande en arbitrage, et ça fait très peur, puisque c'est extrêmement cher, puisque c'est une justice payante, parce que les arbitres sont payés, les avocats sont payés, donc rien que de se défendre, déjà, on est sur environ 8 millions de dollars, c'est à peu près le niveau moyen. Et là, pour le coup, quelle est la juridiction ? La juridiction, c'est les instructions arbitrales, ce sont ces 3 arbitres. D'accord, c'est ça. Donc tout ça dans une opacité, alors anciennement la plus totale, maintenant il y a un peu plus de transparence, mais donc toute cette idée-là, c'est de protéger surtout ces affaires du regard de la société civile qui bien sûr serait extrêmement choquée. Alors on n'a pas que des affaires les plus choquantes, mais on en a un certain nombre. On avait Philip Morris qui avait attaqué pour la régulation sur le tabac, sur les paquets neutres, qui a perdu, mais qui a demandé beaucoup d'efforts. On a Vattenfall qui a attaqué l'Allemagne sur la sortie du nucléaire. C'est quelle compagnie ça ? Vattenfall, c'est la compagnie d'énergie suédoise. D'accord. En France, on a eu un retour arrière dans le projet de loi qui mettait fin aux concessions d'hydrocarbures il y a quelques années. Il y a eu une sorte de menace de Vermillon de dire si vous le faites, ça sera contraire au traité de la Charte de l'énergie qui est un de ces traités. Et donc finalement, les concessions en cours ont une dérogation pour pouvoir durer au-delà de 2040. Donc c'est un frein énorme et pour le coup, celui-là est très dissuasif. Autant le droit international de l'environnement, malheureusement, on n'a pas beaucoup les condamnations vraiment qui coûtent cher, elles se comptent sur les doigts ou il n'y en a tout simplement pas. Autant dans le droit de l'investissement, on a des centaines de condamnations à des centaines de millions. Donc c'est un frein énorme et assez aberrant aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un système à modifier d'urgence. Et si je comprends bien ce que vous dites, c'est une juridiction un peu hors sol. Ad hoc. Ce n'est pas une juridiction à chaque. Alors, oui, elle est créée un peu pour l'occasion. Complètement. Mais donc avec, bien sûr, je ne rentre pas dans les risques de conflit d'intérêts, des arbitres qui eux-mêmes se payent. C'est bien entendu. Le nombre de problèmes est illimité et les ONG ont fait un travail vraiment extraordinaire à comprendre ce système extrêmement compliqué volontairement, à y rentrer et aujourd'hui à se mobiliser en signant des tribunes, etc., notamment sur le fameux traité de la Charte de l'énergie, qui est ce traité qui existe au niveau dont sont signataires les pays de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même et un certain nombre de pays qui ont de l'énergie et qui protègent justement les multinationales dans le secteur de l'énergie. Et donc si on devait aller indemniser toutes ces entreprises du secteur de l'énergie, si on réduit leurs concessions, ce qu'on va devoir faire pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, ça coûterait extrêmement cher. C'est tout simplement pas possible. Ça va coûter. Donc il faut absolument que les États eux-mêmes se trouvent d'accord en disant on ne veut plus, on ne se soumet plus à l'arbitrage, on sort. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ce... En ce moment, c'est en train d'être négocié. Heureusement, quand même, l'Union européenne a poussé une modernisation dont les ONG considèrent qu'elle n'est pas assez ambitieuse, mais c'est déjà ça, pour au moins aller intégrer un certain nombre de garanties, mais les premiers rounds de négociations ont été complètement des échecs, puisque certains pays, comme le Japon par exemple, bloquent, refusent tout. Donc la solution de backup, ce serait de sortir de ce traité et d'essayer de faire en sorte
je vous dis, en plus, ce genre de traités ont des clauses, des sunset clauses, qui font que même quand on sort du traité, pendant 20 ans, les investissements continuent à être protégés. Donc tout est fait quand même pour verrouiller toute velléité d'en sortir. Donc c'est un vrai sujet, et je ne vous dis pas qu'il y a des milliers de dossiers, mais rien que la centaine de dossiers en cours déjà est un vrai problème pour la transition. Il y en aura forcément... ça va forcément augmenter. Oui, alors après, ça coûte très cher quand même pour les entreprises. Il faut vraiment être une multinationale qui peut se payer les meilleurs experts et les meilleurs arbitres. Enfin, pour tout le monde, ça coûte très cher. Donc, il faut quand même avoir envie de le faire, et puis il ne faut pas avoir peur pour son image, parce que c'est quand même de plus en plus décrié. Et en France, il y a des cas Alors, en France, que je dis le cas, il y a eu cette menace qui a été brandie par Vermillon au moment où il a été question de réduire la durée des concessions pétrolières, qui a fait que la France a fait marche arrière. En Europe, on commence à avoir un premier cas sur un gazoduc. L'Espagne est énormément attaquée, alors pour un changement de sa législation sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire que elle ne pouvait plus financer un peu ce qui est aujourd'hui discuté en France, c'est-à-dire qu'elle avait donné un système très favorable fiscal aux développeurs de panneaux solaires, enfin aux énergéticiens. Et puis à un moment, ils se sont rendus compte qu'il ne faut plus se payer, donc ils sont revenus en arrière, et ils ont des milliards de demandes, ils ont une quarantaine de demandes pour des milliards de dommages et intérêts pour aller compenser les attentes légitimes de ces investisseurs. Émilie Gaillard, c'est un sujet qui vous préoccupe, vous aussi, j'imagine. Est-ce que c'est une sorte de verrou impossible à faire sauter ? Alors, je ne pense pas que ce soit impossible à faire sauter. Dilbrand Weiss, expert dans ces domaines-là, a montré comment le droit international économique pourrait être décliné au vert et quelles sont les potentialités. Néanmoins, c'est un gros verrou. C'est une réalité. Et je pense que les États ont abdiqué une partie de leur souveraineté nationale, et ce faisant, ont complètement, je dirais presque, sont allés à l'encontre de l'intérêt général de leur population en signant ces traités-là. C'est vraiment un nouveau droit qui a été mis à part et qui est hors du système juridique international traditionnel, où ce sont les États dans leurs relations entre eux qui sont en cause. Là, tout ce droit international économique a son propre système, est verrouillé. Effectivement, l'opacité faisait partie de la règle, puisque ces tribunaux arbitraux étaient certes filmés, mais restaient dans l'opacité totale. Je pense que c'est là que se situe le prochain combat. Il manque, à vrai dire, une juridiction supérieure pour faire primer l'intérêt essentiel de l'humanité, un impératif supérieur, si vous voulez, de préservation de la planète, de préservation des générations futures, de préservation de l'intégrité de la planète et de la pérennité sur Terre, sur la protection de ces investissements. Donc c'est vraiment, je pense, le prochain combat de titans qui sera à mener, qui est un combat d'experts. Mais à vrai dire, j'aurais tendance à expliquer cette situation sur le fait qu'il y a eu comme une course de vitesse, et tout ce droit international économique s'est formé beaucoup plus rapidement que le droit international de l'environnement, qui lui a été beaucoup plus lent à se mettre en place. Et il y a eu une accélération lorsque ce droit de l'environnement a intégré et s'est diffusé dans les différents ordres juridiques internes, où là, vraiment, ce droit de l'environnement est monté très vite jusqu'au niveau constitutionnel de plus de 134 États. Et cette idée d'un tribunal qui serait au-dessus des États en matière environnementale, c'est une idée qui a déjà été émise, mais ça vous semble faisable dans le contexte actuel en particulier? Enfin, c'est quelque chose qui peut-être verra le jour un jour? Dont on est en train de discuter, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les deux ordres, droit de l'environnement, droit international public de l'environnement, c'est un système à part. Le droit international économique a créé son propre système clos à part. Il n'y a pas de juridiction qui chapeaute les deux. Et c'est là le problème, et c'est là où se situe le conflit d'internormativité. On a des normes qui rentrent directement en contradiction, et ce système plutôt opaque qui protège les investissements par rapport à l'intérêt essentiel de l'humanité l'emporte au jour d'aujourd'hui. C'est là où c'est incohérent et que se situe pour moi le prochain combat. Après, la Cour internationale de justice, elle a vocation à défendre l'intérêt de l'humanité, à défendre les intérêts supérieurs. Néanmoins, il y a, il y a une transformation de la manière de penser qui est telle que, si vous voulez, toutes ces juridictions, tous ces mécanismes juridiques qui ont été mis en place ont été dans une époque où il n'y avait pas de péril spécifique
ni pour l'humanité, ni pour les générations futures, ni par rapport à l'environnement, je parle. Donc c'est vrai qu'il y a des formes d'impensé. Donc on est en train de les chercher à transformer, à relire autrement, soit en repensant le droit à la vie pour protéger l'environnement ou les générations futures, ou encore de créer un vrai droit à l'environnement, une justice climatique. On est en train d'essayer de trouver comment protéger durablement la Terre. Ça, c'est une chose, mais il faut bien voir que la réalité, c'est que notre droit international, traditionnellement, était un droit qui opposait les États entre eux. Et les États ont abdiqué par ce droit spécial, qui est le droit international économique, une partie de leurs prérogatives, on dirait prérogatives souveraines. Et donc là, c'est là où ça pose question. À mon avis, c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'en ne concevant pas qu'à terme, les États allaient être menacés par des multinationales s'ils protégeaient l'intérêt général, on est dans une situation vraiment d'incohérence totale. C'est l'intérêt essentiel de l'humanité, la préservation durable de la planète qui devrait de toute évidence l'emporter. Et là, on a verrouillé par ces mécanismes de convention internationale, le droit de l'OMC, toute marge de liberté. C'est là que, à mon avis, effectivement, comme me disait ma collègue, le prochain combat et la mobilisation est nécessaire. Merci. Hélène Garmin-Ganga, vous vouliez rebondir. En fait, je voulais réagir par rapport à ce qui s'est dit et je suis tout à fait d'accord. Et juste pour mettre, alors pas sur le droit international économique, mais sur en fait les relations d'État avec des entreprises multinationales. Et dans le monde que je connais mieux, qui est de l'autre côté de la Méditerranée et ailleurs, les États en pleine souveraineté souvent s'engagent effectivement dans des concessions ou dans des contrats. Et là, il y a effectivement ce ton long parce qu'une concession qui est signée aujourd'hui, elle est sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'au moment où on signe la convention ou la concession, Dieu sait ce qui se passe 40 ans plus tard. Et on est, dans certains cas, dans ces configurations-là. Et donc, dans certains pays qui n'ont pas les moyens de faire les investissements nécessaires, une multinationale arrive en disant « je vais vous construire telle route, je vais vous développer telle mine, vous allez avoir telle centrale ou tel barrage, voilà ». Et donc, évidemment, le pays veut se développer et le pays accepte. Mais signé ici en bas. Voilà, mais signé ici en bas, et d'ailleurs, au fait, hypothéqué, non seulement vous êtes lié pendant un certain nombre d'années, quelques décennies en passant, mais également, vous avez, quelquefois, il y a un paiement en nature. Hein, c'est-à-dire que le pays lui-même n'a pas les moyens de payer, il paye en nature. Et payer en nature, ça veut dire payer avec des minerais, payer avec du pétrole, payer avec X ou payer avec Y. Et donc, forcément, les entreprises, lorsqu'elles investissent, les entreprises privées, elles investissent pas ni par solidarité, ni par... je veux dire, elles investissent pour faire de l'argent. Hein. C'est un peu le but du jeu d'une entreprise. Et donc, que dire à ces entreprises-là? Alors maintenant, il y a la responsabilité environnementale et sociale, etc. Enfin, ma collègue, voilà, vous connaissez sûrement ça mieux que moi, mais c'est quel pourcentage de ce que les entreprises font? Et les États se retrouvent donc, je ne dirais pas pris au piège, mais pris dans un engrenage qui fait que déjà, comme vous le disiez toutes les deux, l'Union européenne, les États de l'Union européenne ont du mal à s'en sortir. Combien de fois des pays qui n'ont ni les mêmes moyens économiques, ni les mêmes moyens techniques, ni d'ailleurs les mêmes moyens en termes de... Il ne faut pas oublier que ces entreprises, lorsqu'elles arrivent pour négocier, elles ont quand même une panoplie de 40 avocats payés à 1 000 € de l'heure derrière eux, et le pays se retrouve avec le juriste du ministère... qui est assis devant eux et qui les regarde. Enfin, je schématise, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Alors, c'est vrai qu'il y a certains bailleurs, du coup, qui aident les pays à renégocier des concessions. Et donc, il y a des bailleurs, c'est-à-dire
des bailleurs, des multilatéraux. Notamment, il y a African Legal Facility, par exemple, qui fait ça. Peut-être que la Banque mondiale également, mais en tout cas, je sais que l'African Legal Facility le fait. Et donc, leur objectif, c'est d'aider les pays qui veulent renégocier des contrats miniers, des concessions, etc., à avoir des cabinets qui peuvent s'asseoir en face, alors je ne vais pas citer le nom de cabinet, mais voilà, les uns ont des grands cabinets internationaux à faire en sorte que de l'autre côté, il y ait également des grands cabinets internationaux et que de part et d'autre de la table, il y ait 2 barres de juristes, de 40 avocats de chaque côté qui puissent s'affronter et pas qu'il y ait une espèce d'équilibre dans les négociations. C'est intéressant ce que vous dites parce que ce n'est pas des États qui, forcément, il y a 30 ans, ont signé aveuglément parce qu'ils n'avaient aucune conscience écologique. C'est vraiment un mécanisme financier. Ça peut être un mélange des deux aussi. Je pense qu'honnêtement, il y a 30 ans ou 40 ans, moi, je suis d'origine tchadienne. Moi, l'environnement, c'est un peu ce dont on parlait juste avant de rentrer en plateau. Je veux dire, pour moi, l'environnement a toujours été aride. Vous voyez, au Tchad, il fait chaud, il n'y a pas d'eau. Et donc, du coup, le changement climatique, par contre, ce que le changement climatique fait, c'est qu'il augmente, c'est qu'il accentue cette espèce d'inégalité, malheureusement, originelle, si j'ose dire. On n'est malheureusement pas tous égaux face au climat, mais par contre, le changement climatique augmente cette inégalité. C'est là où effectivement, le bas blesse. Donc, peut-être que les États, à l'époque, ont signé sans envisager que 40 ans plus tard, on serait dans la situation dans laquelle on est. Mais il y a également, effectivement, un manque de... Oui, clairement, de technicité. Un gros impact financier, oui. Sur ce sujet justement de responsabilité sociale des entreprises, il y a quand même un peu d'espoir, parce que là on citait vraiment des mécanismes très sombres et qui sont un peu désespérants et dont on souhaite qu'ils évoluent, mais on a quand même une certaine prise de conscience, y compris de nombreuses entreprises, que dans ce qu'on appelle la RSE, c'est un point important. C'est un point important parce que les consommateurs le demandent. C'est un point important parce que les États commencent aussi un petit peu à mettre en œuvre des mécanismes qui permettent d'aller appréhender des comportements d'entreprise dans d'autres pays. Et alors, pour vous donner donc l'exemple de la France, parce qu'on a quand même donc, cette loi qui est une bonne loi, qui est la loi pour le devoir de vigilance des sociétés mères, qui a été adoptée en 2017. Et donc pour l'historique, c'est à la suite d'un drame au Bangladesh qui s'appelle le drame du Rana Plaza, dans lequel un immeuble s'est effondré. Et donc on a eu une millier de victimes, de couturières. En fait, c'était uniquement des usines de conception. Et on s'est rendu compte dans les décombres qu'il y avait des marques, Mango, Benetton, Primark. Et donc ça a été vraiment une sorte de détonateur pour la société civile de se dire on n'a aucun moyen juridique pour aller rechercher la responsabilité civile ou pénale de ces entreprises. Aucun. Et donc elles ont bataillé encore, la société civile et un groupe de parlementaires très motivés pendant 4 ans pour aller mettre en œuvre dans le droit français une obligation, alors qui reste légère, on est encore au début, pour les grandes entreprises, aujourd'hui c'est finalement les entreprises uniquement de plus de 5000 salariés, d'aller donc mettre en place une sorte de programme qu'on appelle de conformité pour regarder ce qui se passe non seulement chez elles, mais aussi chez leurs filiales et aussi, ce qui était très novateur, leurs sous-traitants à l'étranger. D'un bout à l'autre de la chaîne. Exactement, pour s'assurer qu'il n'y ait ni violation de droits humains, ni violation du droit environnemental, enfin de dommages graves à l'environnement. Donc on est au début, elle a été adoptée en 2017, mais encore une fois, la société civile, pour revenir, excusez-moi, au départ, il y avait une amende qui était prévue, et donc les entreprises qui ne publiaient pas leur fameux plan de vigilance pouvaient se voir imposer une amende allant jusqu'à 10 millions d'euros. L'amende a été annulée par le Conseil constitutionnel, qui a jugé que ce n'était pas conforme à la Constitution. Je ne rentrerai pas dans les détails du raisonnement, mais il en reste quand même une obligation positive à la charge des entreprises de le faire. Si elles ne le font pas, un juge peut leur ordonner de le faire, de publier ce plan de vigilance. Et puis surtout, s'il y a un nouveau drame, des victimes pourraient aller rechercher la responsabilité de la société mère en disant « vous êtes
responsable de votre propre négligence et donc vous avez participé à mon préjudice. Et là, on voit très récemment, de plus en plus, donc la société civile, les ONG toujours, qui vraiment font beaucoup du travail de contrôle, de fourmi, et puis c'est vraiment elles qui regardent cette mise en œuvre de cette loi, c'est vraiment elles qui ont pris toute la responsabilité de le faire. Et donc, non seulement elles vont vraiment regarder en détail tous les plans de vigilance en allant publier des rapports en disant que c'est insuffisant, qu'il n'y a pas assez de choses, que certaines entreprises qui auraient dû le faire n'ont pas fait. Elles l'ont fait récemment avec Total, et récemment, par exemple. Elles l'ont fait avec Total, et encore plus récemment, elles ont interpellé, donc par une lettre de mise en demeure, les entreprises de la grande distribution alimentaire en leur disant vous ne mettez pas suffisamment en œuvre votre devoir de vigilance puisque dans votre chaîne d'approvisionnement, vous avez des produits alimentaires qui proviennent en partie de soja qui lui-même a été cultivé sur des zones qui étaient de la forêt, et donc ça vient ce qu'on appelle la déforestation importée. Et donc ça permet, déjà c'est très important l'interpellation publique, puisque pour le consommateur c'est déjà un vrai sujet de savoir que ce qu'il mange contribue à la déforestation importée. Donc il y a un peu ce côté name and shame qui fait qu'une multinationale notamment dont les clients sont les consommateurs, rien que ça va avoir envie de réagir parce qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir une telle tâche sur sa réputation. Surtout les Françaises qui essayent qui mettent pas mal d'efforts pour avoir une sorte de réputation, d'implication sur ces sujets. Et puis après, un risque de contentieux plus sérieux. Alors, on n'en est pas encore là, à ce contentieux de vraiment aller demander l'indemnisation du préjudice du paysan de la forêt amazonienne, enfin surtout de la personne de la communauté autochtone de la forêt amazonienne qui a vu ses terrains accaparés par des agriculteurs qui ont fait pousser du soja. On n'y est pas encore, mais c'est la prochaine étape. C'est sûr qu'on va y être. Les ONG pourraient le faire pour lui en tout cas. L'accompagner, alors après je ne rentre pas dans tous les mécanismes juridiques, mais c'est sûr que ça sera la prochaine étape, il n'y a pas de doute. Là on en est l'interpellation. Et donc ça c'est quand même assez... c'est une bonne chose, les entreprises françaises ont tout fait pour pas que cette loi soit adaptée, mais maintenant elles sont finalement assez satisfaites parce que ça aussi entre entreprises, ça pousse vers le haut et je pense que ça n'a pas été la déferlante de procès qu'elle boit, mais on arrive avec des règles et puis surtout ce qui est bien, c'est que ça fait des émules au niveau européen puisque l'Union européenne est en train de réfléchir à la pertinence, à l'opportunité d'adopter une directive qui instituerait le même devoir de vigilance au niveau européen. Et là, vraiment, on serait voilà. Sans compter un projet aussi de traité onusien qui est aussi en cours de négociation en ce moment sur les multinationales et les droits humains. Bon, on n'est pas encore adopté, mais toujours dans cette même idée. Donc il y a quand même des choses qui se passent, et c'est bien, et heureusement. Et c'est amené, je pense, à aller dans ce sens-là. Peut-être qu'on va conclure d'ici un quart d'heure. Donc, on n'a pas encore parlé d'écocide. Donc le crime d'écocide n'a pas été retenu pour être introduit dans la Constitution. Peut-être, je ne sais pas si Émilie Gaillard, vous pouvez ou vous souhaitez intervenir là-dessus. Tout à l'heure, on était en ligne dans la précédente table ronde avec une députée qui nous disait, donc du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, qui nous disait travailler en ce moment donc, sur un délit d'écocide. Donc c'est-à-dire que cette notion-là revient par la fenêtre alors que ça avait été abandonné un temps. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, cette notion de délit d'écocide? Je n'ai pas encore vu cette vidéo, mais ce que je veux dire sur l'écocide, déjà, il faut regarder ce qui existe en droit. Comme je vous l'ai dit, si vous reprenez par exemple des incriminations qui sont déjà dans le droit pénal, l'atteinte au droit à la vie, on pourrait peut-être le mobiliser. Après, au niveau responsabilité civile, si vous commencez à voir autrement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les droits fondamentaux à travers la Charte de l'environnement, il y aurait également matière à mobiliser la justice. Alors sur l'écocide, il y a des gradations qui sont faites. Donc, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par Laura Vestra, qui a écrit beaucoup de choses sur les écocides, les écocrimes, l'éco-violence, repris par Oli Higgins, qui malheureusement nous a quittés. Mais alors, le crime d'écocide serait, le mot même écocide est plutôt attrait de l'univers du crime parce qu'il est inspiré du terme génocide. Donc il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de l'extinction. Un délit d'écocide, je dirais plutôt un délit d'écocrime ou un délit environnemental. Il y en a déjà. Il y a toutes les prescriptions administratives que vous avez dans le droit des installations classées
ce sont déjà des délits. En droit de l'environnement, en droit pénal ou en droit spécifique, que ce soit des obligations spécifiques de sécurité sanitaire et environnementale, il y a déjà entre eux des délits. Donc, ça peut mobiliser les choses. Après, la seule question qu'il faut bien rappeler, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire une incrimination qui soit floue. Le professeur Mireille Delmas-Marty met souvent en garde sur le fait qu'il ne faut pas accepter un droit pénal flou, car le droit pénal flou est porteur des plus grands dangers. Donc, sur l'écocide, il faut impérativement que ce soit bien posé, et il a assurément vocation à être reconnu à l'échelle internationale. Pourquoi, comme voulait Polytins? Parce que c'est à l'échelle internationale que ce qu'on en est dit tout à l'heure, ces conflits d'interprétativité. Je vous donne juste un exemple. Comment fait-il qu'une multinationale dont, par exemple, l'amiante ou autre produit ou technologie est interdite parce que dangereuse durablement pour l'environnement, la santé des générations futures, la nature, ça peut être le cas de l'amiante si vous voulez un exemple, soit interdit sur certains territoires et que ces multinationales puissent profiter du fait que dans d'autres États, ce ne sont pas des États qui protègent suffisamment pour pouvoir écouler ce produit, cette technologie, etc. Il y a là, à mon sens, un contrôle nécessaire au niveau supranational. Ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, avec les pesticides dangereux. Tout à fait. Merci beaucoup. Peut-être on va passer aux questions. On a une question qui nous arrive, qui est peut-être pour vous, Clémentine Baldon. Est-il souhaitable que les nouvelles mesures du droit de l'environnement soient rétroactives? Et si possible, peut-être, et souhaitable. Est-ce possible? D'abord, est-ce que c'est possible? Alors déjà, ça dépend ce qu'on entend les nouvelles mesures du droit de l'environnement, puisque... C'est-à-dire tous les acquis, si on fait de nouvelles lois, etc., oui, dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il est souhaitable? Non, est-ce qu'il est possible? C'est pas évident, parce qu'en droit pénal, quand même, le principe, c'est vraiment la non-rétroactivité du droit pénal. Et souhaitable, je ne sais... Enfin, le cœur du problème, et on se rejoint un petit peu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'infractions. On a finalement le droit de l'environnement, pour le coup national, il est foisonnant. On en a trop, enfin, trop dispersé en tout cas. Donc il est foisonnant. La difficulté n'est pas tant d'avoir une... Exactement. C'est-à-dire qu'il est mal appliqué et surtout il ne fait pas peur. Les sanctions, elles sont ridicules. Enfin, quand vous comparez à des domaines comme le droit de la concurrence où les entreprises se font connaître à 500 millions, enfin 400, 300 millions d'amende très fréquemment, le droit de l'environnement, on est sur des sanctions, mais quand c'est 100 000 euros, c'est vraiment Byzance. Enfin, c'est ridicule. Donc ça, c'est un vrai... Alors ça pourrait faire partie aussi de cette évolution du droit, d'avoir des sanctions qui font plus peur, mais surtout qu'elles soient plus appliquées, de permettre aux associations de se porter partie civile ou d'aller demander le préjudice. Elles le peuvent déjà. Le droit est assez riche. On a la reconnaissance du préjudice écologique, on a beaucoup de choses, mais c'est un problème de moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander de tout faire, d'être toujours présente. Il faut qu'on leur donne les informations. Donc il y a toute une question d'efficacité qui, pour moi, est très, très centrale, en tout cas en droit français, de se dire est-ce qu'on veut se donner les moyens que le droit de l'environnement soit un droit qui fasse peur et qui soit respecté et qui, s'il n'est pas respecté, soit sanctionné. Ouais. Donc après, d'autres infractions, pourquoi pas, et peut-être que ça permettra aussi, c'est toujours bien d'avoir des outils, hein, mais il faut pouvoir les utiliser. Une autre question, est-ce que faire de la nature, alors peut-être pour vous, Émilie Gaillard, est-ce que faire de la nature un concept juridique est nécessaire? Alors, j'ai tendance à allier la complexité, c'est-à-dire de reconnaître que nous vivons dans un monde avec des univers et des logiques juridiques différentes. Il y a du pluralisme, à l'instar qu'il y a du pluralisme culturel, nous vivons dans un monde avec du pluralisme juridique. Alors, à titre d'illustration, dans certains États, on reconnaît la nature comme un sujet de droit. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, notamment la Bolivie, l'Équateur, il y a une profonde culture qui est ancrée historiquement par la cosmogonie des peuples, qui est la Pachamama, la mère-terre. Donc ça, c'est complètement en accord avec leur tradition culturelle, philosophique, idéologique. Et donc c'est tout à fait une voie d'entrée qui est reconnue. Il y a toute une vague, on parlait vraiment de lame de fond pour la reconnaissance des droits de la nature à travers la planète. À titre personnel, moi j'ai travaillé plus avec une approche occidentale
et ça parle aussi aux Occidentaux, de parler des droits de l'homme transgénérationnels, c'est-à-dire comment faire en sorte que la manière de penser, de mettre en œuvre les droits fondamentaux, puisque nous sommes dans des pays de tradition, de culture, d'idéologie qui s'inscrivent dans cette philosophie des Lumières qui reconnaissent ces droits fondamentaux, comment enrichir, écarter la pour que les droits des générations futures et de la nature soient reconnus. Parce que lorsque je parle de droits des générations futures, au final, c'est la même finalité que la reconnaissance des droits de la nature. C'est juste que nous sommes des cultures différentes, des points d'entrée à la base différents, mais au final, nous nous retrouvons dans cette manière de percevoir notre vie sur Terre de manière temporaire et en interdépendance avec les autres espèces vivantes de la planète. Très bien. Une autre question qui nous est posée, est-ce qu'il y a des pays qui, en matière de droit, ont des pratiques inspirantes, sont beaucoup plus avancées que la France ou peut-être l'Union européenne? Est-ce qu'il y a des choses, des pays dont à qui on voudrait piquer quelques idées, entre guillemets? Clémentine Baldon, n'hésitez pas, Hélène Garmin-Gangat, si vous voulez. Instinctivement, mais alors c'est pas du tout mon domaine, donc je ne saurais dire, mais j'aurais pensé que les pays du Nord de l'Europe sont, en tout cas d'un point de vue, parce que moi je reviens toujours à ce que je connais, c'est-à-dire au développement, et d'un point de vue développement durable et de leur action en termes de développement durable, ce sont ceux qui sont, en tout cas au niveau des projets qu'ils portent, des thématiques qu'ils portent lorsqu'ils investissent, lorsqu'ils font de l'aide au développement, ce sont vraiment eux qui ont une approche quasi systématique basée sur la justice environnementale, en prenant en compte les thématiques de changement climatique, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les bailleurs multilatéraux, Banque mondiale, etc. Par contre, les bilatéraux, et notamment les bilatéraux du Nord, sont très en avance sur ce point-là, et au niveau de l'Agence française de développement, on fait tout pour arriver à leur niveau et prendre, évidemment, embarquer toutes ces questions de développement durable dans nos actions, puisqu'on essaye d'être 100% accord de Paris. Très bien. Émilie Gaillard, est-ce que vous avez des pays en tête, vous, pour répondre à cette question? Alors, on ne vous entend plus, on vous voit, mais on ne vous entend plus. Pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon son par respect pour mes collègues. Je disais qu'il n'y a pas de réponse unique à votre question. Il y a les États, mais il y a aussi des expériences au niveau micro. Il y a toutes les échelles en fait de Stories. Le leader de la Terre, Tony Okuta, distribue des lettres de félicitations non achères pour ses pratiques inspirantes. Alors, ça peut aller d'une personne, le ministre du Pakistan, de l'Environnement, qui a embauché des milliers de personnes sans emploi pour planter des dizaines de milliers d'arbres pour faire face au changement climatique. Ça peut être l'action d'une maire, ça peut être l'action d'un État. Il y a plein d'idées inspirantes et c'est vrai que ce travail qui est de psychologie, de renforcement psychologique positive, ça veut dire que si vous félicitez une personne, ça va l'enrichir et l'encourager à aller encore plus de l'avant. Et de donner à voir, de mettre en évidence ces success stories permet effectivement de terminer sur une note plus positive. Au niveau juridique et judiciaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Lorsqu'on reconnaît les droits des générations futures, les droits de la nature, l'impératif supérieur de protéger l'environnement, ce sont des avancées majeures. D'accord. Clémentine Baldon, bien sûr. Oui. Sur la question justement de qui sont les meilleurs élèves en matière de droit de l'environnement, je pense que l'Union européenne, de manière générale, on a énormément de textes protecteurs de l'environnement. Donc je pense qu'on fait partie des régions du monde avec un nombre d'infractions, d'outils assez riches. Moi, par exemple, en Europe, on a aussi le traité sur le bois qui déjà oblige les entreprises qui s'approvisionnent en bois à aller vérifier qu'il n'est pas issu de trafic et ça. Donc on a beaucoup d'infractions en Europe, en France aussi. Ensuite, là où le bas blesse, c'est la mise en œuvre. Et là, par exemple, on peut aller aux États-Unis où tout à coup, au niveau d'efficacité, on est plus fort. Enfin, quand vous voyez le scandale Volkswagen, en Europe, il ne s'est rien passé. Parce que les class actions sont très peu développées, parce que pas les moyens. Aux États-Unis, très très vite, on a eu une class action, des indemnisations. Donc c'est-à-dire qu'on a peut-être plus d'infractions, de lois, de textes, de règlements, etc., mais qui sont moins dissuasifs parce que, in fine,
ceux qui ne respectent pas le droit savent que leur niveau de risque est plus faible. Alors que si, par exemple, aux États-Unis, il se passe quelque chose, là, tout de suite, on parle de milliards de dollars. Enfin, vous avez vu Monsanto, tous les procès. Alors qu'aux États-Unis, le droit, enfin, le niveau, le nombre de lois est beaucoup plus immense. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je ne connais pas assez bien tout le droit américain, il y a pas mal de choses protecteurs, mais c'est-à-dire qu'on a peut-être moins ce foisonnement de protection de chaque. Parce qu'en France et en Europe, on a beaucoup de choses. L'eau, la pollution, etc. On a beaucoup de choses, mais. On n'a pas d'agence environnementale au niveau européen, par exemple, ni même d'ailleurs en France, on n'a pas d'autorité. Enfin, on a des autorités, mais qui n'ont pas de pouvoir de sanction, à la différence d'autres domaines comme la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, la fiscalité. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses bien à prendre partout. Et puis c'est vrai, dans d'autres pays en Amérique latine, maintenant on voit que certains éléments de nature sont protégés. Donc je pense que tout est à prendre, mais il faut toujours garder en tête quand même l'efficacité. En tout cas, il n'y a pas de bons élèves comme il peut y avoir dans d'autres secteurs, si je vous comprends bien. Nous, on a ce qu'il faut. Par exemple, on parle parfois de la police, entre guillemets, de l'environnement en France, l'Office français de la biodiversité. Est-ce qu'il joue un rôle pour faire appliquer ces lois ou... Alors, il joue un rôle de manière générale, mais par exemple, l'Office de la biodiversité, ils sont habilités par le Code civil aujourd'hui pour aller... demander la réparation du préjudice écologique, qui est quand même une innovation du droit français qui a été inscrit dans le Code civil à la suite, récemment en 2016, mais tout ça venait de l'affaire Erika. Et donc aujourd'hui, des associations, l'Office de protection pour la biodiversité, peuvent très bien aller à chaque fois se porter partie civile ou aller attaquer une entreprise qui serait responsable de pollution, et ils ne le font pas vraiment aujourd'hui. Mais on revient toujours à la question de la mise en œuvre sur des outils qui sont existants. Ils pourraient le faire, donc ils pourraient être partie En tout cas, sur ça, oui, sur le préjudice écologique, en tout cas, ils ont, et c'était même la recommandation d'un rapport récent sur la justice environnementale, que systématiquement, ils lancent des actions pour la réparation du préjudice écologique. J'ai une toute dernière question avant qu'on rende l'antenne. Aujourd'hui, l'État accompagne les entreprises dans l'industrie de l'énergie et du transport vers une transition écologique à juste titre. Y a-t-il des mesures équivalentes qui existent pour accompagner les agriculteurs? Est-ce que vous connaissez leur perception de ces mesures? En France? Oui, j'imagine que c'est en France. Je suis pas sûre qu'on puisse répondre à cette question aujourd'hui. Non, mais je pense que oui, bien sûr qu'il y a des mesures, il y a des investissements qui sont publics. Là, vous voyez tout le débat récent là, sur la réintroduction des néonicotinoïdes pour protéger les betteraves. Donc tout le débat actuel de savoir si oui ou non on va réautoriser les producteurs de betteraves à utiliser les pesticides néonicotinoïdes qui sont très, très néfastes pour les abeilles pour les protéger contre les pucerons jusqu'en 2023. Tout ça est associé aussi, par exemple, à l'idée, c'est de dire on va investir tant d'argent public pour aller trouver des alternatives, etc. Donc oui, à chaque fois, l'idée est quand même d'accompagner les... Après, je ne peux pas vous répondre en tant que niveau, je ne sais pas si c'est suffisant, c'est peut-être très insuffisant par rapport aux besoins du secteur. Et juste pour compléter, ça c'est pour la France et en tout cas pour les pays dans lesquels l'AFD a des opérations, toutes les opérations que nous on fait, elles vont exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire que tous les projets sont faits pour qu'il y ait une agriculture durable. Et donc sont conçus dans cet état d'esprit, en co-construction avec les populations locales, avec les agriculteurs, etc. Et on essaye vraiment d'aller dans cette voie-là pour avoir encore une fois un développement durable. Merci beaucoup Hélène Garmin-Ganga. Je rappelle que vous êtes directrice du département Transition politique et citoyenne de l'Agence française de développement. Merci d'être venue participer à cette table ronde. Clémentine Baldon, avocate et experte associée auprès du Conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et Émilie Gaillard, maître de conférence à Sciences Po, coordinatrice générale de la chaire Normandie pour la paix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir apporté vos éclairages. Merci. Je passe la parole à Thomas. Merci beaucoup Virginie. Merci à Émilie qu'on retrouvera dans une petite semaine au Forum Normandie pour la paix pour continuer de travailler sur ces sujets-là, et Hélène au Forum de Paris sur la paix un peu plus tard pour continuer à travailler également sur ces sujets-là. La responsabilité juridique des citoyens est engagée sur énormément de sujets, pourquoi pas vis-à-vis de la nature, celle des collectivités, celle de l'État
celle des entreprises peut l'être aussi. La nature peut-elle être un sujet de droit? C'est un sujet qui peut paraître très théorique pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous qui nous regardez en direct de ce live, mais c'est un sujet extrêmement décisif pour faire en sorte que cette transition prenne forme vite, prenne forme de façon ambitieuse et de façon efficace. On est à la frontière entre la théorie et la pratique et on continue de le faire grâce à tous les partenaires qui se sont impliqués dans la conception et l'organisation de ces rencontres du développement durable, co-organisées aujourd'hui avec Kedge Business School, puisque réunir à la fois des universitaires, des praticiens nationaux, internationaux, locaux, c'est essentiel pour pouvoir vous apporter les réponses que vous vous posez face à l'urgence climatique et sociale, évidemment. On continue cette journée numéro 2 des rencontres du développement durable tout de suite après, avec Alexandra Pal, directrice générale adjointe de L'Oréal, pour parler justement de comment les entreprises se saisissent de ce sujet de l'urgence environnementale au sens large, évidemment la biodiversité, évidemment du climat, etc., etc. Rendez-vous dans 10 minutes avec Alexandra Pal. Merci à nos 3 oratrices et à tout à l'heure.